RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, très bon lundi en ce mois, en tout cas de fête, en ce mois de décembre, je suis particulièrement enjoué. Bien, le rendez-vous de l'info, c'est votre émission de ceux qui font et défont l'actualité en Guyane et partout ailleurs. Ce soir, nos premiers invités que nous saluons et qui sont déjà en plateau et que vous allez pouvoir voir dès maintenant à l'écran, Alexia Boussardeau, élève du lycée Melchior Garret, terminale hôtellerie-restauration, avec elle nous reviendrons sur les agressions dans son établissement. Bonsoir. Guy Arcizé, paste vénérable du Grand Orient de France, en visite en Guyane. Nous reviendrons également sur cette visite. Merci d'être notre invité. Ils seront là également avec nous en deuxième partie d'émission. Robert Sebas, président du comité Miss Guyane. Nous aurons également la présence de l'écrivain Mylène Dalma sur un ouvrage sur Léon Gontran Damas. Et puis Dominique Nugent, monsieur Dom Laquezotte, est-il besoin de le présenter? Avec lui, nous reviendrons sur les images de Dom Laquezotte, mort du grand Mans Doudou. Et puis notre douce Vanessa, que je n'oublie pas cette fois-ci. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Jordan. Direction la Croix-Rouge? Voilà, c'est ça. Avec vous tout à l'heure. Pour l'heure, c'est le journal, le tout en images bien sûr, avec la journée mondiale de lutte contre le VIH, réunion des transporteurs ainsi que Sol à la préfecture, le plan anti-braquage sur Cayenne, la signature de la convention du CNES et les problèmes de dépôt sauvage en Guyane. Jonathan Lariot, Stéphanie Puglisi et Myrlande Pierre. On se retrouve juste après. Comme chaque année depuis 26 ans, le 1er décembre est consacré à la journée mondiale de lutte contre le VIH. Pour cette occasion, les associations se mobilisent pour sensibiliser le public sur cette maladie. Ce matin au Char, plusieurs stands ont été mis en place pour rappeler l'importance de la prévention, de l'utilisation du préservatif et du dépistage régulier. Il faut bien être clair que maintenant, ce n'est pas lutter contre le VIH, mais aussi être solidaire avec les gens qui sont déjà rattrapés le virus. C'est ça le but aujourd'hui des messages, c'est de faire des connaissances que ce virus il est là et pour qu'on suive et on soutient les gens qui sont déjà rattrapés. Dans le département, 2000 personnes sont suivies par les centres hospitaliers. On estime environ 600 le nombre de personnes vivant avec le VIH sans le savoir, ce qui peut avoir de lourdes conséquences. On meurt toujours du sida en Guyane, mais on ne devrait pas, puisque il y a eu effectivement beaucoup de progrès en termes de des traitements antirétroviraux qui sont beaucoup moins toxiques qu'avant. Toute la difficulté est de d'arriver déjà à dépister les personnes qui s'ignorent séropositives, et quand elles ont fait le dépistage, de venir se faire suivre et de prendre les traitements de façon à être en succès thérapeutique. Chaque année, sur 200 patients dépistés et porteurs du VIH, un tiers ne suit pas le circuit de prise en charge spécialisé et ne prend pas de traitement. Parler du sida reste encore difficile. Il y a toujours les tabous. D'accord? Comme on rattrape, on sait qu'on rattrape par la sexualité, mais les gens ne veulent pas trop parler. Parce que si on avait des connaissances avec toutes ces personnes qui sont déjà rattrapées, s'ils avaient le droit de parler pour passer les messages à la population, ça doit être plus facile. Cette journée mondiale de lutte contre le VIH est l'occasion pour tous d'être solidaires avec les personnes infectées, mais aussi pour se faire dépister. De 15h30 à 18h, le service de dépistage du Char a été occasionnellement ouvert. Vendredi, à l'appel du syndicat des transporteurs guyanais, une quinzaine de camions se sont garés autour d'un véhicule de la société TDM. Transport d'hydrocarbures Moutoussami, il dénonçait l'arrivée en Guyane d'un transporteur antillais qui casserait les prix à un taux qui avoisine les 60%. Ce matin, le syndicat a été reçu en préfecture. Vu qu'il y a 240 entreprises de transport en Guyane, on accepte, nous en syndicat, on ne cautionne pas le fait que la société Sol fasse entrer une entreprise de l'extérieur. Alors écoutez, cette entreprise-là, c'est simple. Elle a défiscalisé du matériel en Martinique, dans le département de la Martinique, et il travaille avec ces matériels-là en Guyane. C'est pas le même département, c'est pas le même agencage fiscal. Donc là, il y a 2 poids 2 mesures, c'est pas normal. TDM est installé depuis plusieurs mois en Guyane. 2 camions citernes assurent la livraison du carburant pour 4 stations service Sol. Présent lors de cette réunion, le représentant de Sol n'a pas souhaité répondre à nos questions.
Non, on n'a pas le droit d'aller travailler aux Antilles. On a des collègues de transporteurs qui sont nés aux Antilles, qui ont essayé de s'installer aux Antilles. On les a recalés sous prétexte qu'ils étaient guyanais. Oui, nous, ce qu'on a demandé, on est clair, il faut que l'entreprise elle reparte. Et on est en train de travailler à ce sujet-là. Soutenus par la CGPME, les auto-écoles, la filière du BTP ainsi que les miniers, les transporteurs guyanais dénoncent l'innovation des entreprises antillaises et souhaitent le départ de TDM. Ce matin, le préfet et le procureur, en présence des forces de l'ordre, ont reçu les représentants des commerçants et des stations-service de la ville de Cayenne. Le procureur de la République, Yvan Auriel, présente les plans du dispositif préventif anti-vol à main armée et anti-cambriolage sous tous ses points. Alors ça consiste à un plan particulier pour la sécurité mené par les services de gendarmerie et de police. Donc on vous a rappelé, c'était 5 points. C'était 1, d'abord recueillir du renseignement, 2, de vérifier que tous les moyens de sécurité sont bien mis en place, 3, ce sont des patrouilles supplémentaires qui tournent autour de la ville, 4, ce sont des possibilités d'échange de renseignements police-gendarmerie. Et 5, c'est diffusion d'informations pour identifier des personnes à certains commerçants pour recueillir du renseignement. Malgré l'établissement d'un tel dispositif, en période de fin d'année, les commerçants vont jusqu'à dépenser des sommes supplémentaires afin d'assurer la sécurité de leur commerce. Aujourd'hui, le commerçant, non seulement il est sous alarme, sous caméra, maintenant il doit en plus s'équiper de vigiles la journée et maintenant la nuit. Alors donc, pensez bien que ça pèse énormément dans les charges de l'entreprise. Mais vous savez, aujourd'hui, on privilégie la sécurité des gens, malgré tout, parce qu'une vie humaine n'a pas de prix. En plus d'un système de sécurité plus réactif, c'est une action conjointe avec les commerçants afin de prévenir les vols que souhaitent établir les forces de l'ordre. Nous avons aussi divulgué au cours de cette réunion des informations un petit peu plus confidentielles sur 2 équipes de braqueurs qui opèrent en ce moment, de manière à ce qu'ils puissent nous aider, éventuellement à les interpeller, enfin nous donner de l'info. La période de fin d'année se démarque par une recrudescence des vols et des cambriolages. C'est donc ensemble que police, gendarmerie et commerçants espèrent apporter plus de sécurité. Depuis 2000, le Centre national d'études spatiales a mis en place la mission Guyane pour proposer et accompagner des projets et actions contribuant au développement économique et favoriser les projets créateurs d'emplois. Vendredi, Bernard Chemoul, directeur du CNES, a officiellement renouvelé l'engagement de la structure en signant le 3e contrat de plan État-région qui couvrira la période 2014-2020. Il faut voir que l'aide, au-delà de l'aide financière, l'aide du CNES se constitue en expertise. Ça veut dire qu'il y a la force de frappe du CNES qui peut se mettre à la disposition de la région pour développer des projets de haute technologie. Par exemple dans le numérique, comme l'a cité le président de région, mais en téléphonie, en télémédecine, en téléformation. Et là, eh bien, le CNES intervient avec tout son savoir-faire pour aider la région et aider les collectivités locales à se développer. Sur la période qui s'ouvre, l'enveloppe du CNES dédiée à la mission Guyane sera de 26,4 millions d'euros. En 14 ans, près de 90 millions d'euros ont été attribués et ont permis de créer ou maintenir plus de 3900 emplois pérennes, dont 70% émanant de TPE. Ce qu'il faut voir, c'est que l'usage de ces fonds ne date pas d'hier. Donc on a une bonne expérience qui montre qu'à travers toute la multitude d'opérations qui a été financée, que nous sommes capables de mesurer l'impact en termes d'emplois, les emplois créés ou les emplois préservés, et ce, dans, je dirais, toutes les filières économiques de la Guyane. Donc, pour la période 2014-2020, on va rechercher le même objectif, et même d'ailleurs l'optimiser, pour faire en sorte que les financements européens, contrats de plan, et les financements du CNES, que la région donc va assurer, soient vraiment dirigés de façon optimale pour ce développement économique. Petite nouveauté sur cette convention de partenariat. C'est la collectivité régionale qui devient autorité de gestion de la dotation, puisque 70% des 26,4 millions d'euros seront repartis vers les programmes opérationnels européens du PDRG gérés par la région. Nous avons 2 éléments de base, à la fois le PO Amazonie qui nous permet de travailler sur différentes options, la formation, l'emploi, l'économie, l'industrie, et le dispositif spécifique donc, de la mission locale avec le CNES d'environ de 26,4 millions. Donc cela permet de concourir à la fois au contrat de plan et également à la stratégie de développement économique de la région. Donc ceci permet de réaliser les impacts, les effets induits du spatial en Guyane.
Les axes prioritaires de financement resteront l'innovation, le désenclavement et le renforcement de l'économie guyanaise, ainsi que le développement durable du territoire. Du 22 au 29 novembre s'est déroulée la semaine européenne de la réduction des déchets. Plusieurs rencontres ont eu lieu un peu partout dans le département, le but étant de sensibiliser tout un chacun sur la nécessité de réduire la quantité de déchets générés, un point particulièrement sensible en Guyane où les dépôts sauvages sont importants. Il y a un gros souci sur les déchets, effectivement, et je dirais que c'est un impact visible. C'est un des seuls avantages de cette pollution, c'est qu'au moins elle est très visible, ce qui fait que tout le monde se sent interpellé. Et donc là on a vu un certain nombre d'acteurs, notamment les associations locales comme le Graine, comme Ne Plus Jeter ou le Conseil Général qui se mobilisent sur ce sujet. Il y a encore un gros travail à faire puisqu'on est loin d'être dans une situation satisfaisante en Guyane. Résorber ces dépôts sauvages est très difficile. Des dispositifs de collecte intensifiés ont été mis en place par les collectivités de communes ou par la CACL, mais cela reste insuffisant. CACL travaille déjà avec les communes pour essayer d'endiguer en fait ces dépôts sauvages, mais en fait ce n'est pas un travail que la CACL peut faire seule. C'est, comme j'ai dit au début, c'est le travail de tout un chacun, c'est le travail du citoyen, des représentants et des communes. Des ateliers de sensibilisation à l'éco-citoyenneté sont mis en place dès le plus jeune âge. Mais outre la prévention, des mesures de répression sont également utilisées pour lutter contre ces actes d'incivilité. On ne peut pas admettre qu'un petit nombre de personnes contribuent à travers donc l'impôt, à travers la taxe dans les ventes des ordures ménagères et qu'un grand nombre bénéficiant donc de ce service continue donc de polluer le territoire. Donc je fais cet appel à ce qu'on appelle au civisme, à l'éco-citoyenneté pour faire en sorte que les décharges sauvages ne prolifèrent plus sur l'ensemble du territoire. Les polices municipales sont habilitées à verbaliser les contrevenants. 35 € pour un piéton qui jette ses poubelles et 1 500 € s'il s'agit d'un automobiliste. Voilà pour le tout en images que vous retrouvez lors de la rediffusion de cette émission. Ce sera aux alentours de minuit 30. Merci à la rédaction. Nos premiers invités, je le disais tout à l'heure, nous recevons Alexia Boussardeau, élève de lycée Melchior, qui a 17 ans et qui est en terminale hôtellerie-restauration. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va revenir sur les faits d'agression. Je crois que c'est Zachary et Charlotte, entre autres, oui, c'est ça. Qui se sont fait agresser, approchés par 5 individus, cagoulés, menacés, braqués. Je crois même que Zachary d'ailleurs a décidé de quitter la Guyane, en tout cas ses parents ont décidé de le faire partir. Alors Zachary avait déjà prévu de quitter la Guyane. Suite à cette agression, on peut dire que ça a précipité ses parents pour qu'ils puissent partir, mais c'était déjà prévu qu'ils partent. Depuis quand il y a des phénomènes d'insécurité aux abords de l'établissement, Alexia? Ça fait déjà un petit moment. L'année dernière, nous avons un élève qui s'est fait poignarder devant le lycée. 2 élèves de l'année dernière aussi de terminale se sont déjà fait braquer devant le lycée. Donc c'est un fait qui date déjà de plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez demandé aux autorités compétentes? D'ailleurs, qui a été sollicité? Est-ce que la préfecture, le commissariat, j'imagine le chef d'établissement bien sûr, qui a été amené à répondre à vos interrogations et vos inquiétudes? Alors on a fait appel à la principale du lycée Melchior-Garret, puis on s'est dirigé vers la région, car ça fait déjà plusieurs années qu'on demande à ce que le lycée soit sécurisé. Et on a décidé de faire un débrayage vendredi pour que la région puisse voir que c'était du sérieux. On rappelle que le lycée est vraiment complètement ouvert. Pour ceux qui ne connaissent pas le lycée Melchior, en tout cas pour notre invité Guy Arcizé qui est sur le plateau, c'est un lycée donc, qui n'a pas de grille, qui n'a pas de sécurité, qui est accessible par tous. Voilà, tout le monde peut pénétrer sur le parking du lycée. Alors, je crois savoir que M. Rodolphe Alexandre vous a fait des promesses. Sont-elles satisfaisantes? Pour le moment, nous attendons toujours. Normalement, avant les vacances de la Noël, on devrait recevoir des fontaines. Mais les fontaines, ça ne protège pas? Non, mais normalement, après les vacances de la Noël, on devrait voir les constructions du grillage pour protéger le lycée. Alors vous avez demandé des grilles. Bon, est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'on ne peut pas demander, en tout cas dans un premier temps, des vigiles, des caméras? Est-ce que ça fait partie de vos doléances? Oui, alors à partir de lundi, nous avons un vigile supplémentaire. Donc maintenant, ils sont à 3. Donc 2 vigiles qui feront la ronde et un vigile qui restera jusqu'à la fin du TP. Donc il y avait déjà un vigile présent? Oui, mais il restait dans sa loge.
Donc maintenant, ils seront 3, donc 2 pour assurer la rente du lycée et 1 qui restera jusqu'à la sortie des élèves à 23h. Que vous avez peur aujourd'hui? Je n'ai pas encore eu de TP, mais pour le moment, ça va. On est rassurés, on attend maintenant. Vous êtes fait agresser vous-même? Non. Non? Bon, en tout cas, gageons que ça n'arrive pas. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer aux autorités qui nous regardent? J'aimerais bien qu'ils fassent des rondes de temps en temps aux alentours de notre lycée. Comme ça, on sera beaucoup plus rassurés. Nous, on continuera à suivre bien évidemment ce dossier sur le rendez-vous de l'info et sur votre chaîne locale ATG. Merci Alexia. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Guy Arcizé, j'ai l'occasion justement de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue et de vous demander de pouvoir expliquer à cette jeune fille qui a donc 17 ans et qui peut-être ne connaît pas dans ces détails ce qu'est la franc-maçonnerie et le Grand Orient de France. Je rappelle que vous êtes paste vénérable, ce qui pour les néophytes peut s'expliquer en ancien grand maître du Grand Orient de France. Voilà, bonsoir d'abord. Bonsoir à vous. Oui, je suis un ancien dirigeant du Grand Orient de France et comme beaucoup de mes amis, on s'emploie à s'exprimer dans le public pour essayer de casser une image un peu caricaturale de l'association. Le Grand Orient de France a toujours été un peu accusé d'être quelque chose d'assez ténébreux, dangereux, opaque, caché, un réseau. Écoutez, moi je suis un médecin généraliste de quartier retraité, je suis un père, un grand-père et je crois que je vis tout à fait normalement. Donc il est important qu'on remette peut-être à plat cette image. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie en 2014 ? C'est une association quand même suffisamment importante. Le Grand Orient de France, on a à peu près 50 000 membres. Dans la franc-maçonnerie libérale, c'est-à-dire celle de la liberté absolue de penser, nous sommes à peu près 150 000 sur le territoire français. Le Grand Orient étant l'obédience, c'est comme ça qu'on l'appelle, la plus nombreuse. La plus nombreuse, à peu près un tiers des effectifs actuels, hommes et femmes, qui sommes surtout concernés par le fait républicain. Et la nécessité justement, dans des problématiques comme celle qu'on vient de voir avec cette jeune fille, de bien sûr protéger, bien sûr défendre, mais aussi peut-être analyser. Nous sommes en amont, nous, c'est-à-dire qu'en amont même des politiques, nous essayons de comprendre ce qui se passe dans la société pour peut-être après trouver des solutions appropriées. Et quel est le but de votre visite aujourd'hui en Guyane? Ma visite est d'abord de rencontrer ici ceux que j'appelle mes frères et mes sœurs, et puis aussi de dialoguer avec eux sur la laïcité. On est au mois de décembre, alors c'est vrai que c'est le mois des fêtes, mais c'est le mois aussi de l'anniversaire, le 9, de la loi de 1905, qui est la loi de séparation des églises et de l'État, un avatar politique, mais important de la laïcité en France, et de voir avec eux si cette laïcité, ça n'est pas d'abord une idée généreuse qui est partie d'un besoin d'émancipation de nous tous. Et à vos détracteurs qui disent finalement que c'est une guerre contre les religions d'une manière générale, la France qui est très empreinte du catholicisme, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une espèce de guerre, disons-le concrètement, entre la franc-maçonnerie et la religion d'une manière générale? Alors de notre côté, non, nous n'avons jamais exclu personne, nous avons des religieux dans l'association, mais c'est vrai qu'il y a un malentendu. Il y a un malentendu laïque, on peut dire qu'il y a un malentendu maçonnique, et je crois qu'il faut le dissiper, parce qu'entre personnes de bonne volonté, on devrait quand même pouvoir s'entendre. Alors justement, ce 1er décembre, vous avez rencontré le recteur de l'Académie de Guyane, dont vous le disiez, la perspective de faire un tour d'horizon sur les dispositifs appliqués dans les écoles en Guyane par rapport à la laïcité. Je crois qu'il y a une charte qui doit être dans les établissements. Oui, bien sûr. C'est le cas d'ailleurs à Melchior ou pas, Alexia? Oui, oui. Il y en a une. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la laïcité? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous êtes croyante? Oui, je suis croyante. Oui. Est-ce que vous exposez votre croyance à l'école? Non. Non? Donc vous respectez le principe de laïcité? Oui, on respecte, oui. Voilà, donc on est finalement pile dedans. Ce 2 décembre, c'est-à-dire demain, plantation d'un arbre de la laïcité, à quoi ça correspond? C'est une manière de dire que la laïcité, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui va se développer, qui pousse, et qui n'empêche absolument pas la croyance. Il est évident qu'au contraire, c'est un espace de liberté où chacun doit pouvoir exprimer ses croyances. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne croient pas.
et que ceux-là aussi ont droit à exister dans la société, et je crois que nous défendons ces philosophies aussi. Vous pourrez échanger avec eux, en tout cas Guy Arcizé, et avec ceux qui viendront vous retrouver ce 2 décembre à 19h précise, conférence publique à l'amphithéâtre de l'université au campus de Troubiran. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et puis vous saluerez tous vos frères et sœurs de notre part. Merci encore. On se retrouve dans quelques petites minutes, je vous le rappelle, avec Vanessa. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Eh bien, ce week-end, j'ai fait une bonne action. C'est vrai? Oui, oui. Ça vous bien arrive? sûr. Tout le temps. Je vous embête. Alors on va regarder ça dans quelques petites minutes. Voici donc Vanessa. Alors, cette bonne action, quelle est-elle? Eh bien, vous verrez tout de suite les images. Bonjour, aujourd'hui je suis devant une grande enseigne alimentaire où la Croix-Rouge organise une collecte de dons. Je vous montre comment ça se passe, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis bénévole à l'espace bébé maman de la Croix-Rouge et aujourd'hui je suis là pour proposer aux gens lors de la quête alimentaire de nous donner soit des produits alimentaires non périssables, soit des produits aussi pour les bébés, des couches, du lait, des petits pots, des produits d'hygiène, voilà, pour aider les personnes qui sont en grande précarité. Eh bien voilà Vanessa, alors en fait votre action, vous avez fait des courses, vous avez rempli votre frigo? Non, pas du tout, j'ai aidé la Croix-Rouge. Donc pour rappel, la Croix-Rouge intervient auprès des plus démunis. Donc grâce à ses bénévoles, elle propose diverses formes d'aide aux habitants en situation de fragilité, donc notamment l'aide alimentaire, par le biais de collecte de denrées non périssables, comme c'était le cas ce week-end. Donc vous pouvez toujours faire des dons, évidemment, en contactant la Croix-Rouge. Tous les renseignements nécessaires seront sur notre page Facebook ATG dès ce soir. Et surtout, n'oubliez pas, sans don, pas d'action. Et un grand merci aux bénévoles de la Croix-Rouge, à Stéphanie qui m'a aidé à tourner cette chronique et au magasin qui nous a accueillis. Vous avez quand même fait des courses pour vous, rassurez-moi. Non, non, que pour la Croix-Rouge. C'est vrai? C'est vrai. Donc il n'y a rien à manger chez vous? Non, pas du tout. Bon, c'est pas aujourd'hui que je vais m'inviter. Merci en tout cas Vanessa. Merci. On retrouve nos invités pour cette dernière partie, juste après. Salut, bienvenue sur Dom la Kézot pour ATG. Alors aujourd'hui nous sommes à Papaichtan pour le motif suivant, c'est que le grand est parti, il est décédé comme vous le savez depuis quelques jours et en fait nous n'avons jamais eu l'occasion de vivre les obsèques d'un homme d'une telle importance. Dominique Nugent, Domla Kézot, et il est là avec nous, Domla Kénou. Bonsoir Dominique. Bonsoir Jordan, Domla Ké tout le monde. Ah comment? Ben moi là, Kachembe, tranquille. Dominique qui va partout en Guyane, vous qui découvrez ce pays merveilleux, qui êtes peut-être en visite chez nous, bah c'est lui, c'est l'homme de la situation, vraiment. Dominique, le grand-man Doudou, c'était son nom. Qui était-il? Sacrée personnalité, parce qu'il faut savoir que sur le fleuve, c'est l'esprit de tout le fleuve, c'est le guérisseur, c'est celui qui réunit tout le monde, c'est celui qui consulte tout le monde. C'est un chef coutumier? C'est un chef coutumier, mais on va dire plus, c'est un chef suprême des différents peuples qui se trouvent sur le fleuve. D'accord, c'est une sorte de roi, si j'ose dire. On peut considérer, en tout cas à l'époque, ils étaient considérés comme des rois, ces grands-mans. On peut employer ce raccourci. Ouais. Ouais. Donc c'est un moment fabuleux, hein, parce que le décès d'un grand-mand, c'est quelque chose quand même de particulier. C'est pour ça que je vous invite à être très nombreux ce soir pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'attention, le préfet fait le déplacement, le conseil général, le conseil régional, enfin on a toutes les autorités. Je pense que si à un moment, si on voulait que tous les politiques guyanais et les autres se montrent, c'était le moment parce que tout le monde était représenté, tout le monde était là. C'est pour en fait bien marquer
l'importance que cet homme-là a et avait autour pour son peuple. Alors on va le voir hein, dans l'émission. Moi j'ai juste une question, puis après on regardera dans le détail ce soir, après le rendez-vous de l'info. Qui va remplacer ce monsieur? Est-ce qu'il y a une succession qui se fait? Alors pour l'instant, il y a un grand mot qui est nommé de façon, je vais dire, qui assure l'intérim. Il faut attendre l'année de deuil qui dure 12 mois. Et après ces 12 mois, il y aura une grande fête. Et on va annoncer qui sera le futur grand mot. Dom là sera là à la fête. Ah oui, Dom est là, Dom obligé là. J'ai simplement envie de remercier quelques personnes, Bien Jordan, sûr. parce qu'on me voit toujours à l'écran, mais j'ai envie de dire que je ne travaille pas seul. J'ai envie de remercier premièrement Valence Coulin qui fait un travail formidable avec moi, Oal Davirin, et pour l'implication aussi de Jessica Barker qui assure le travail avec moi. Et je voulais dire aussi que j'ai vécu un moment fantastique, fabuleux. J'avais même un moment un peu peur parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose. C'était tellement puissant que là où les bonhommes dansaient, il faut savoir que c'est du sable et du gravier, et je ressentais des vibrations qui remontaient. On les sentira ces vibrations ce soir en prime sur ATG. Merci Dominique. Vous restez avec nous. Je passe du vous au tu restes avec nous. Hein. Bon, Robert Sebas est notre invité aux côtés de l'écrivain. Bonsoir, Mylène d'Anglade, pardonnez-moi, merci d'être avec nous. Robert Sebas, je rappelle, vous êtes président du comité Miss Guyane. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir Jordan, bonsoir à tout le monde. Alors, comment se porte Valéria Coelho-Maciel, notre Miss Guyane? Je crois qu'il suffit de se pencher un petit peu sur les réseaux sociaux, de se pencher sur l'actualité, sur les médias. Et on voit que la Miss Guyane, cette année-ci, elle fait beaucoup parler d'elle. On la voit beaucoup. On y reviendra justement sur. Et elle se porte très très bien. Sur la polémique. D'abord, on revient sur vous. Vous êtes un personnage hein, aussi, Robert Sebas. À quoi est-ce qu'on doit cette longévité? Est-ce que c'est toujours la passion ou est-ce que c'est la crainte de ne pas avoir de successeur à la hauteur de l'homme et du chemin parcouru? On me prête toujours ce genre d'image, mais si on me connaissait vraiment, on saurait que je suis quelqu'un qui... Je suis d'abord un enseignant, donc je passe le savoir. Vous avez une vie à côté aussi. Voilà, hein, donc, voilà. Et donc dans ma vie privée aussi, je passe le savoir. Je suis quelqu'un, pas d'incontournable, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Je suis simplement quelqu'un qui, dans son temps, fait ce qu'il a à faire. Je fais peu de choses dans ma vie, mais j'essaie de le faire bien. Cette jeune fille est d'origine brésilienne, c'est une Guyanaise, Valéria Coelho-Maciel, qui a 19 ans, qui a été élue, je le rappelle, à la mi-octobre et qui a essuyé de nombreuses critiques suite à son origine. Elle y a répondu, hein, d'ailleurs, dans les médias. Comment vous le ressentez, vous? Comment vous le vivez en tant que Guyanais, en tant que président du comité qui a vu passer de nombreuses Miss? Est-ce que ça vous choque encore aujourd'hui? Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui, on va dire, je suis un vieux loup hein, maintenant. Donc, je fais le dos rond et j'écoute simplement les gens, ce qu'ils disent. Je ne les entends pas toujours, parce que je leur rappelle que si on se mettait à faire le tri parmi ceux qui représentent la Guyane ou qui sont de la Guyane, eh bien je crois qu'il ne resterait pas grand monde. Quand on enlèverait les footballeurs, les boxeurs, les nageurs, tous ces gens qui nous représentent et qui ne sont pas du Creuset guyanais. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'être du Creuset guyanais? Qu'est-ce que c'est qu'être du Creuset? Nous sommes tous d'un ailleurs. Je suis moi-même de parents, de père martiniquais, de mère guyanaise. Qui pourrait dire que Robert Sebas n'est pas guyanais? Je crois qu'il faut qu'on arrête un petit peu dans ce pays. On est en train de se construire. On est en train de faire de ce pays une communauté de destin. Et tous ceux qui sont de cette Guyane, d'ailleurs, en Guyane, nous appliquons le principe de la France, il n'y a pas de droit de sang. C'est le droit du sol. Et on est tous l'étranger d'un autre. Vanessa? Il y a quelques jours, une interview est parue sur auféminin.com et il semblerait qu'il y ait des phrases qu'elle n'ait pas dites. Comment est-ce possible et pourquoi c'est arrivé? Écoutez, vous êtes bien placé, vous êtes journaliste, vous devez savoir comment ça fonctionne les journalistes. On lui a prêté des propos voilà. n'étaient pas les siens. Alors, je vais rectifier les choses encore une nouvelle fois, j'aime pas trop les polémiques, mais bon, on va le dire. Valéria est en ce moment à Miss France. À Miss France, on n'a pas accès à pouvoir interviewer ces jeunes filles à n'importe quel moment. Donc ces journalistes-là ont pris simplement des bribes de phrases un peu à droite, un peu à gauche, par rapport à ce qu'on dit d'elle, par rapport à ce qu'elle a dit elle-même sur plusieurs autres médias, et puis ils ont concocté une espèce de bon à retardement, je vais dire, voilà, avec des mots qui ne sont pas d'elle. Valéria n'a jamais dit ce genre de choses et ne le dira jamais parce que c'est d'abord une jeune fille qui revendique bien sûr ses origines de brésilienne, c'est normal, nous revendiquons tous nos origines, et puis c'est une jeune fille qui sait qu'elle est guyanaise. Je rappelle que quand on est d'origine étrangère, c'est à 18 ans que l'on choisit
d'être ou de ne pas être français. Elle a un passeport français, elle a donc choisi d'être française. Alors on a des chiffres justement qui vont vous faire aussi, je pense, tourner la tête, chers amis, chers téléspectateurs, puis vous aussi, que vous connaissez sans doute. 84 jeunes femmes élues depuis la création de ce concours dans les années 20, donc elle aura fort à faire puisque beaucoup de Tahitiennes, de Réunionnaises, de Nouvelle-Calédoniennes, de Guadeloupéennes, même de Marocaines et de Corses, pas encore de Guyanaises Miss France. Des inquiétudes? Non, alors vous parlez de 84 ans. Moi, je rappelle que les premières Miss Guyane à aller à ce concours, c'est 94. D'accord, avec l'avènement d'Aradia Latidine. D'accord, donc on n'a pas ce passé. Alors je rappelle aussi qu'il y a pas mal de régions françaises. La Corse n'a jamais eu de Miss France. Ça, on ne le dit pas. D'accord, il y a beaucoup de régions françaises qui n'ont pas eu de Miss France. 1921, mon cher Robert Sébastien. À moins que mes chiffres soient faux, mes dates soient fausses. 1921, on a une Corse. 1956, on a même le Maroc à l'époque. Oui, parce que le Maroc était encore français. Ouais, alors c'est pareil. Je rappelle qu'un concours de ce type-là, c'est pas pour faire plaisir qu'on octroie à telle ou telle région. Ah, on a quand même des régions. Paris, 13 fois. Oui. Hein? Mais alors, qui vote? Alors, vous aviez deux concours. Je rappelle que j'avais deux concours. Il y avait un concours avant où il y avait un jury qui recevait des instructions et qui faisait élire. Alors, on a vu beaucoup de Miss élus aussi en compensation de régions en difficulté, de régions, voilà. On aide un peu l'économie de la région. Et puis maintenant, on a un nouveau concours avec une Miss, cette fois-ci, qui est élue par la Vox Populi. Je rappelle que la Vox Populi, ça veut dire qu'on élit une Miss par rapport à sa région. Nous sommes quoi en Guyane? Alors vous savez sans doute que la guerre, et j'étais obligé de vous poser cette question-là, entre le service public et les chaînes privées déclarées, en tout cas sur Miss France. Pendant 20 ans, les chaînes privées ont pu assurer aux téléspectateurs la rediffusion de cette émission. Loin de moi l'idée de vous griller, si je peux employer un tel terme, avec votre diffuseur local, France Télévisions et donc Guyane Première, mais quand même... quel est un peu votre regard là-dessus sur le fait qu'aujourd'hui, les chaînes du réseau Première ont acheté ce programme, ont l'exclusivité sur l'outre-mer? Je vous laisse ce genre de discussion parce que moi je suis pour l'intérêt pour vous, c'est quand même qu'un maximum de Guyanais, qu'un maximum de Guyanais voient cette élection. Alors maintenant que ce soit Tartampion ou Paul Michel, ça c'est une question commerciale que je ne maîtrise pas du tout. Voilà, enfin, l'occasion pourrait être donnée pour que les deux puissent se diffuser. Alors écoutez, c'est que le marché vous l'avez pas bien passé alors. Le marché entre 10 à 15 fois plus cher que nous. Vous savez que nos petits moyens de chaînes privées face non, je sais que c'est difficile. Voilà, je sais que c'est difficile. Il y a une volonté quand même du service public de faire de l'intrusion aujourd'hui dans les chaînes privées, c'est ce qu'on dénonce. Peut-être, mais alors ça c'est votre soupe à vous. Et les légumes, vous allez les brasser tout seul. Bon, gageons que vous puissiez quand même un petit peu officier pour nous, mon cher Robert. Je sais que vous n'avez pas la langue dans votre... On vous remercie quand même, parce qu'il y a quand même des années où vous été là et nous avons pu voir cette émission en direct. Vous en rappeler. Grâce à vous. Merci de vous voilà, je ne crache pas dans la soupe, je ne jette pas l'eau avec le bébé, moi. Donc il faut quand même reconnaître, rendre à César ce qui est à César. Bon, maintenant c'est une nouvelle donne. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce paramètre-là. Et je crois qu'il faut laisser un peu de place à tout le monde. Rendez-vous le 6 décembre. Rendez-vous le 6 décembre. Moi, j'appelle les Guyanais donc à voter pour la représentante de la Guyane, cette jeune demoiselle qui s'est représentée à cette élection, qui aujourd'hui représente notre département, qui est aimée par beaucoup de gens en France. On la trouve très belle, on trouve une très belle jeune fille à la tahitienne. Alors votez et faites voter. Votez, faites voter. Ce sera le 6 décembre bien sûr. Et comme on n'est pas mauvais joueur, ce sera sur Guyane Première, le temps que nous puissions gagner cette bataille. Parlons d'écriture, parlons de littérature, parlons de Damas. Mylène Danglade, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Parlez-nous de cet ouvrage qui est juste là. Je vais le récupérer et le montrer à nos téléspectateurs. Je vous en prie pendant ce temps. Léon Gontran Damas, poète, écrivain, patrimonial et post-colonial. On regarde. Alors, parlez-moi de cet ouvrage paru aux éditions Ibis Rouge. Alors, il s'agit bien évidemment donc des actes de colloque qui a eu lieu donc au mois d'avril 2012. Il y a 2 ans déjà. Tout à fait, un colloque de la direction donc de Monique Blérald, de Marc Loni, de Catherine Gisèle également. Donc, un colloque dédié à Damas, en l'occurrence, donc poète, écrivain patrimonial postcolonial. Il s'agissait de se poser la question quels héritiers, quel héritage, justement au seuil donc du XXIe siècle. Donc ce colloque, bien évidemment, avait pour objectif de centrer, d'amener à réfléchir sur l'écriture ou la vision
politique, même la vision sur la négritude par rapport donc justement à Damas, et beaucoup d'intervenants ont participé, donc des auteurs venant un peu partout, d'Italie, des États-Unis également. Voilà. Et avec à l'issue de ce colloque, de la réflexion autour de Damas et la poésie de Damas comme objet de résistance, par exemple. Voilà. Pourquoi avoir mis 2 ans quand même à, si j'ose dire, travailler sur les fruits de ce colloque? Eh bien, ça demande du temps. Déjà, lorsque le colloque est terminé, il faut bien sûr donc inviter chacun à produire son article, à le retravailler éventuellement. Et ensuite, il faut les fonds de manière à pouvoir justement parvenir à une publication satisfaisante. Et également la période de correction également. Donc tout cela nécessite bien sûr du temps, chacun n'étant pas forcément sur le territoire guyanais. Donc cela demande justement de la patience. En tout cas, ça fera l'objet, je l'espère et nous l'espérons tous, d'une émission littéraire sur votre chaîne locale ATG. On pourra en parler plus longuement avec les autres auteurs. En attendant, cet ouvrage est déjà disponible? Oui, tout à fait, on peut le trouver déjà. Aux éditions Ibis Rouge, je le rappelle. Dominique va le montrer, Dominique Nugent. Avec plaisir. Léon Gontran Damas, voilà. On a Pigment, Veillée Noire, on a Black Label, Névralgie, voilà, Nuit Noire. Merci, chers amis. On a pris un peu de retard, je m'excuse auprès de nos techniciens, des téléspectateurs. On retrouve Dom Laquezotte à 20h et tout de suite l'information avec BFM Télé. Je vous retrouve demain. Bonne soirée à tous sur ATG. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.